Donc comprenez que c'est un homme très intègre, un homme loyal, un patriote, un nationaliste, un grand combattant de la fraude et de la corruption. Une telle personnalité ne peut pas rester longtemps dans le gouvernement actuel. Parce que chaque fois qu'il dit que 1 plus 1 est égal à 2, les gens trouvent qu'il fait trop de calculs. Quand tu ne te sens pas bien quelque part, quel que soit ce qu'il y a comme juste, tu demandes simplement à partir. C'est le cas du ministre Niamakola. Samedi 9 février 2019, il fait un premier jeu de nous entretenir. Nous allons lui passer le micro et prendre rendez-vous avec lui sous l'angle d'une bonne préparation. Nous allons jauger la température et lui trouver une date convenable pour que les Ivoiriens dans leur grand ensemble se joignent à nous pour le recevoir. Je voudrais qu'on applaudisse le ministre. Merci Joël. Bonjour ou bonsoir. Le temps a vraiment évolué. Bonsoir, chers frères et chères sœurs, pour votre présence, malgré tous les obstacles, toutes les occupations, toutes les rencontres organisées ce jour à Paris. Malgré tout cela, vous êtes là. Je tiens à vous remercier fraternellement. Et j'insiste sur le mot fraternel, fraternellement. Parce que selon moi, tant que les Ivoiriens ne se sentiront pas frères et sœurs d'un même pays, inutile de parler d'autre chose. C'est inutile qu'on se rencontre pour parler de la Côte d'Ivoire, parce que nous n'avons rien à voir ensemble. C'est inutile de se rencontrer pour parler de développement. Et bien entendu, c'est inutile de se rencontrer pour parler de politique. Donc, si nous sommes là cet après-midi, c'est bien parce que nous nous sentons frères et sœurs. La Côte d'Ivoire est un pays que vous connaissez tous. Comme je l'ai dit tantôt, les informations à notre époque, au XXIe siècle, voyagent donc à la vitesse de la lumière. Et souvent, c'est les frères qui sont à Paris qui vous réveillent en pleine nuit pour vous dire est-ce que c'est vrai qu'il y a telle chose? Et on répond mais nous on n'est pas au courant. Et donc, souvent, vous avez l'information avant nous. Donc, nous sommes au même niveau d'information. Je ne suis pas venu cet après-midi pour critiquer, encore moins insulter, pour dire que Kofi a mal fait, Dibé a échoué, ou Koulibaly ne connaît rien. Ce n'est vraiment pas le but de ma présence ici. Le but de ma présence est de vous présenter ce que vous pouvez qualifier de troisième voie. Je ne sais pas si c'est la troisième, si la quatrième, la cinquième, toujours est-il que si je mets Houphouët-Boigny et les Foutistes d'un côté,
et que je mets les refondateurs d'un côté, il reste une troisième voie. Cette troisième voie, c'est laquelle? C'est la voie qui consiste à croire profondément que notre pays est une chance pour nous. Ça veut dire que être ivoirien, c'est un privilège. Et je le dis sans l'avoir calculé, je dis la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche au mètre carré. Vous avez un pays qui a un climat qui ne ressemble pas au climat qu'on a ici. On peut se promener en t-shirt à Abidjan ou à Korogo. Le climat, il est bon. C'est une chance. Il y a des pays où le climat, même, je ne vais pas aller loin pour prendre l'exemple. En France, moi, la première fois que j'ai vu puis en France, le premier problème que j'ai eu, c'est l'hiver. C'est le temps même, c'est un problème. Il faut te débrouiller pour être chaudement habillé. Voilà, en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce problème. Nous avons 322 000 km² où on peut faire pousser quelque chose. Il n'y a pas un mètre carré en Côte d'Ivoire, en dehors de la chaîne de montagnes des cailloux. Tout pousse en Côte d'Ivoire. On peut faire pousser beaucoup de choses. Nous sommes, à titre d'illustration, premier producteur mondial de cacao, d'anacarde, palmier à huile, EVA, café, ananas, banane. Vous le savez autant que moi. Je m'arrête là. Mais ce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas, c'est que nous avons un sous-sol qui est riche. Nous avons plus d'or que le Ghana. Ça, on ne le savait pas. Non seulement on n'a plus d'or que le Ghana, mais on a même plus d'or que le Ghana, le Burkina, le Mali, tout ça réuni. On a beaucoup d'or. On a du diamant. On ne s'intéresse pas à ces choses. Nous sommes assis, on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes assis sur de l'or. Donc, mon problème à moi, c'est comment ça se fait qu'un tel pays est encore à ce stade. J'ai créé un mouvement. J'ai créé un mouvement en 2018 qui s'appelle La Nouvelle Côte d'Ivoire. La Nouvelle Côte d'Ivoire. Les gens me demandent, mais la Nouvelle Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Nouvelle Côte d'Ivoire a de particulier? Nous, on connaît le RDR, on connaît le PDCI, on connaît le FPI, on connaît le RHDP unifié, mais la Nouvelle Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est ça de particulier? Est-ce que la Nouvelle Côte d'Ivoire est de gauche ou de droite? Mais la Nouvelle Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est même pas un mouvement pour mettre tout le monde à l'aise. J'entends bien que dans cette salle, il y a des PDCI convaincus, il y a des FPI incorrigibles, il y a des RDR à mort. Mais moi, je parle avec tout le monde. Parce que je n'ai pas créé en réalité un parti politique, même pas un mouvement politique, même pas une association.
La nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un projet de société, une vision nouvelle de la Côte d'Ivoire. Une vision, un projet, un programme de gouvernement. Oui. Naturellement, après au point, il aurait fallu continuer le travail. Le but de la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien, une formation de qualité et un emploi bien rémunéré. C'est-à-dire que si vous accordez votre suffrage en 2020 à ce projet, vous ne nous entendrez jamais parler de PIB, de taux de croissance de PIB. On viendra donc tous les mercredis à l'issue du conseil de ministres pour vous dire, cette semaine, 200, 300, 450 Ivoiriens ont été embauchés, ont trouvé du travail. Et il en reste encore tel nombre qui n'a pas encore trouvé du travail. Qu'est-ce qu'on me répond? Mais, M. Niamien, est-ce que ce n'est pas de l'utopie? Même aux États-Unis, il y a du chômage. Dans les grands pays, il y a du chômage. En France, il y a du chômage. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous vendre encore? Une énième utopie. J'ai dit, mais non. C'est pas moi qui vous vends l'utopie, c'est Dieu qui nous a vendu l'utopie en nous donnant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays comme les autres. La Côte d'Ivoire est un pays qui est riche, qui a beaucoup d'or, qui a du cacao. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un que nous ayons du cacao. Nous avons de quoi occuper toute notre jeunesse, la jeunesse actuelle et la jeunesse de demain, à condition que cette jeunesse soit bien formée. Mes soeurs et mes frères, la formation en Côte d'Ivoire est aujourd'hui en ruine. L'école est en agonie. Je ne vais pas vous faire ce témoignage. Vous êtes en France ici et vous savez que même un Ivoirien, la classe moyenne, s'endette pour que son enfant qui a eu le bac puisse venir en France pour faire des études. S'il ne peut pas venir en France, on l'envoie au Maroc ou au Ghana. D'autres même vont au Burkina Faso. L'école est par terre. Non seulement l'école est mal faite, mais elle est par terre. Vous avez les effectifs des classes qui varient entre 80 et 130 élèves. C'est tout simplement impossible de former correctement un enfant avec un effectif de 80. J'étais ministre de la fonction publique et j'ai effectué une mission en Corée du Sud. Quand je suis arrivé en Corée, j'ai laissé de côté la fonction publique. J'étais curieux de savoir comment un pays dont on dit qu'au début des années 60 était au même niveau de développement que nous, est arrivé à ce stade. La Corée du Sud, c'est 200 000 km², c'est-à-dire 100 000 km² de moins que la Côte d'Ivoire. Et sur ces 200 000, vous avez seulement 19% qu'on peut cultiver.
Nous, c'est 322 000 km², 100%. Je voulais savoir comment la Corée est arrivée là. Les Coréens m'ont répondu que c'est l'école, la formation. Qu'ils ont investi massivement dans le système de formation. Mais, évidemment, il y a un adage qui dit il n'y a de richesse que d'hommes. On ne peut pas arriver au développement, même pas à l'émergence, tant que notre école est dans cette situation. On pourra y revenir si vous voulez que je vous donne le tableau exhaustif de l'école ivoirienne, mais je vous dis, l'école est en ruine. Vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire 50 000 jeunes qui sont inscrits dans les filières juridiques, c'est-à-dire qui font droit. Mais les concours de la magistrature, il y a 11 admis. 11 admis. Vous prenez les notaires, ils vont en prendre 8 par an. Les avocats, je ne sais pas si on peut prendre 30. Mais ils font droit, ils font sociologie, ils font criminologie, ils font psychologie, ils font anthropologie. Et tout le monde sait que c'est des filières qui débouchent sur le chômage. Mais pourquoi on ne forme pas nos jeunes à la transformation de nos ressources, de nos matières premières? Pourquoi on ne forme pas les jeunes à fabriquer du chocolat? Pourquoi on ne forme pas les jeunes à faire le travail long? Mais la Nouvelle Côte d'Ivoire dit qu'il n'est pas interdit qu'on forme nos jeunes à fabriquer les choses dont on a besoin. Qu'on ne doit plus importer de la nourriture. On a une terre généreuse. On peut former les jeunes au métier de l'agriculture. Qu'on ne doit plus importer des habits. On peut former les jeunes, le coton pousse en Côte d'Ivoire, on peut fabriquer du tissu et former les jeunes à la confection. On peut former les jeunes à fabriquer des matériaux de construction. Il y a un pays que je connais bien, le Japon, j'ai été plusieurs fois, quand vous voyez ce qu'ils font avec la pierre. Il y a la pierre chez nous. Le marbre qu'on importe, c'est la pierre travaillée. Pourquoi ne font pas nos jeunes à fabriquer des moteurs? Mais les gens apprennent ça à l'école. On peut décider de former nos jeunes à fabriquer, à la fabrication de moteurs et de puces électroniques. Et la France ne va pas nous attaquer parce qu'on a créé une école pour fabriquer des moteurs ou des puces électroniques. Donc, la Nouvelle-Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est un pays ambitieux, mais pas utopique, mais qui se fixe donc des objectifs qu'il peut atteindre. Mais pour faire tout ça, pour réparer l'école, pour ramener les effectifs à 35 élèves par classe, il faut au minimum 200 000 enseignants en plus de ce qu'on a. J'ai fait le calcul. Il nous faut au moins 200 000 enseignants. Mais 200 000 enseignants, quand vous calculez la masse salariale, vous êtes entre 1800 milliards et 1800 milliards et 2000 milliards. Mais cet argent, il faut le trouver. C'est pour ça que je parle de la lutte contre la corruption. Cet argent existe en Côte d'Ivoire pour réhabiliter l'école, sauf que l'argent est détourné par l'élite politique et administrative. Là aussi, ce n'est pas de l'utopie. On peut mettre fin à la corruption.
pour mettre fin à la corruption, c'est très simple. Il faut que le chef donne l'exemple. Et je l'ai déjà dit, quand le président ne prend pas, le ministre ne peut pas prendre. Quand le ministre ne prend pas, le directeur général ne peut pas prendre. Quand le directeur général lui-même ne prend pas, le directeur ne va pas s'aventurer à prendre. Et c'est pour ça que je dis que le poisson pourrit toujours. Il y a des pays où, quand on attrape quelqu'un pour faire de corruption, on le met en prison. Mais moi, je n'ai pas la prison dans mon programme. Parce que la vraie solution, c'est la prévention, la transparence. Il faut faire en sorte que quand quelqu'un détourne l'argent, on sait qu'il y a l'argent qui est sorti et où c'est parti. Quand j'étais directeur général de douane, avant que je le sois, on me disait que la douane c'était une administration sinistrée et qu'elle était la plus corrompue de Côte d'Ivoire. Au bout de quelques années, la douane est devenue l'administration de référence. Pourquoi? Parce que tout le monde, à tout moment, pouvait interroger les recettes. À quel niveau de recettes nous sommes arrivés? Il est 11h30 de la journée. Nous sommes le 15 du mois. À quel niveau de recettes nous sommes arrivés le 15 mars? À quel niveau nous sommes arrivés pour les objectifs annuels? Et le ministre, et le DG, et les directeurs avaient accès à cette application. Et je savais, grâce à des applications informatiques, quel est l'inspecteur des douanes qui avait des dossiers, qui avait en charge des dossiers, et qui, les dossiers pour lesquels les délais étaient passés, il ne les avait toujours pas traités. Quand j'ai mis en place la réforme sur l'importation de véhicules, c'est quoi, c'était en 2005, on est passé de 15 milliards à 30 milliards la première année. La troisième année, on est passé à 45 milliards. Après 50 milliards, et je suis parti. Dernièrement, il y a eu le scandale sur les 6000 véhicules qui n'ont pas été dédouanés. Le ministre est venu à l'Assemblée nationale et je l'ai interpellé et dit non, que ça c'est les chiffres des journalistes, c'était 2000. Que ce n'était pas 6000, c'était 2000 qui sont en train de les récupérer petit à petit. Donc, j'ai reçu chez moi, comme c'est des jeunes que j'ai formés, le directeur d'informatique. Il dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce qui s'est passé? Parce que cette réforme, on l'avait achetée. Il me dit, monsieur le ministre, les gens ont utilisé les failles de votre système. Il dit, ah bon? Moi, j'ai fait un système. Et puis, il y a une faille. Quelle est cette faille? Parce que mon système n'avait pas de faille. J'avais obtenu du ministre de l'économie et des finances et du ministre du transport que les véhicules, la numérotation des véhicules se fasse de façon séquentielle. C'est-à-dire de 3 on passe à 4, de 4 on passe à 5. Et moi j'avais un système, je pouvais interroger tous les numéros pour savoir qui a une déclaration en douane, qui l'a pas. Dis-moi, quelle est la faille? Il me dit non, les numéros ne sont plus séquentiels. J'ai dit mais c'est pas de ma faute. Il y a un arrêté que j'ai fait prendre par les deux ministres en charge, le mien et celui du transport. On avait mis bien à ça. Avant de le faire, d'ailleurs, j'avais prévenu les revendeurs. J'ai dit, moi, je vous dis,
qu'à votre place, je vais changer de métier. Parce que ce ne sera plus possible du français que je présentais. Et c'est pourquoi, c'est à partir de cette date que lorsque vous allez à Abidjan, vous ne voyez plus des véhicules avec des plaques d'immatriculation étrangère. Vous ne voyez plus les RT, les RL, les numéros avec plaque, véhicules avec plaque de numéro de chez vous ici. Non. C'est cette réforme-là. La corruption dont je parle, ce n'est pas la petite corruption. C'est-à-dire, ce n'est pas la sage-femme qui va vendre le compresse alors que c'est réputé gratuit. Ce n'est pas le policier qui va prendre 500 francs parce que tu n'as pas, ton assurance n'est pas à jour. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de cette corruption qui nous coûte 3 000 milliards chaque année. 1 500 en recettes et 1 500 environ en dépenses. En recette, parce qu'il y a la fraude fiscale avec la complicité de l'administration. En dépenses, parce que tout le monde sait que lorsqu'un ordinateur coûte sur le marché à côté, lorsque l'ordinateur coûte 250 000, si c'est l'administration qui l'achète, c'est 1 million. Ça, vous le savez. Si vous ne savez pas, prenez votre téléphone, on a toujours un parent qui vend des choses. Fourniture de bureau. Donc, l'administration achète 3 fois, peut-être 4 fois plus cher les choses. Mais tout cet argent. Imaginez-vous que demain, sans avoir réfléchi longtemps à ce problème, il y a un site sur lequel tout ce dont l'administration a besoin est affiché avec le prix. Et quand un ministère a besoin de quelque chose, il clique dessus, on sait à quel prix. Bon, ça c'est des jeux d'enfants pour nous. Donc il faut récupérer cet argent-là et réhabiliter l'école. Sinon, tout ce qu'on va faire après, faire construire les routes par les Chinois, faire construire les stades par les Chinois, faire construire les ponts par les Français, on peut faire ça 100 ans. Vous allez arriver à Abidjan, vous serez étonné. Ah, Abidjan est devenu joli. Mais en fait, les Ivoiriens même dorment sur le pont. Ils n'ont pas l'argent pour inscrire leurs enfants dans les écoles, ni se soigner. Mais la ville brille. Ça existe, des villes comme ça. Les favelas, hier je regardais la télévision, il y a 13 personnes, la police, je ne sais pas, c'est au Brésil, à Rio de Janeiro, qui a tué. On sera entouré de bidonvilles, Abidjan va briller. Il aura le 4e pont fait par les Chinois, le 5e fait par les Japonais, je ne sais pas. Mais il va avoir des bidonvilles tout autour remplis de microbes. Les Ivoiriens seront des chauffeurs, des secrétaires, des standardistes, c'est tout. Avec des maîtrises de sociologie. Donc nous allons réformer l'école pour transformer nos ressources, pour satisfaire nos besoins et pour vendre aux autres ce dont ils ont besoin. Pourquoi la Corée du Sud est si puissante? C'est Samsung. Si on fait une petite enquête dans cette salle, on va avoir 50% des personnes qui sont là à un téléphone Samsung. Mais ça s'apprend à l'école. Ils naissent pas avec. Ils apprennent à fabriquer les puces à l'école. Sauf que chez nous, même quand il y a des établissements où les enfants apprennent à faire des choses, on ne leur donne pas la possibilité de le prouver. J'ai été dans un département, quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, à l'NSCP, où les jeunes, leur matériel de travaux pratiques, c'était un ascenseur en miniature. Sauf que l'ascenseur de l'établissement était en panne.
Et on attendait une société privée pour venir réparer. J'ai dit au directeur, mais il y a un problème. Les jeunes, là, ils apprennent ça. Pourquoi on ne leur donne pas l'ascenseur à réparer? Les jeunes m'ont dit, mais nous, c'est ce qu'on attend. Sauf qu'on ne leur donne pas. On a des ingénieurs de travaux publics. Pourquoi ils ne font pas nos routes? Pourquoi ils ne font pas nos ponts? Le premier pont qu'ils vont faire, ça va être peut-être comme le pont italien là, qui s'est écroulé. Ils vont faire un deuxième, ça va s'écrouler. Mais le troisième, ça va tenir. Mais tant qu'on fera faire par les autres, mais nos enfants, ils font quoi? Si notre travail, on le fait faire par les autres, les enfants, ils font quoi? Ils sont désœuvrés. Et nous, on n'apprend rien. C'est un peu pour ça que je dis, je ne veux pas critiquer. Je n'ai pas ce temps. Critiquer, c'est comme dire, bon, il faut qu'on change de véhicule, il faut qu'on change de chauffeur, il faut qu'on augmente la vitesse. Non, ce que je propose, c'est une autre voie, un autre chemin. Il faut qu'on change de chemin. Ben, ce chemin-là, même si on change de voiture et de chauffeur, on s'en va dans le ravin. Donc, changeons de chemin. C'est le chemin où nous aussi, on apprend à fabriquer des choses. Si un président ivoirien arrive et il dit à ses écoles d'ingénieurs, je vous donne 5 ans pour sortir le premier moteur du véhicule. Mes amis, ce moteur sortira. Quand Kennedy a dit aux Américains, on va aller sur la Lune, les gens lui ont dit, mais monsieur le président, mais ça sera difficile. Il dit, mais justement, c'est parce que c'est difficile que je vous demande. Et ils y sont allés. Je vous raconte tout ça. Pourquoi? Je vous raconte des choses possibles. Les 6 millions là qui votent, on a la preuve que ces 6 millions, on peut changer leur vote. Mais les 10 millions, ça va être un peu plus compliqué. Donc, allons voter. Parce que beaucoup d'Ivoiriens pensent que tous les présidents sont pareils. Et qui racontent toujours la même chose. Quand ils sont candidats, ils font le contraire. Mais ce n'est pas vrai. C'est les électeurs qui ne changent pas. Ce n'est pas les présidents. Si vous choisissez quelqu'un qui, dans toute sa vie, a été maçon, mais quand il va venir, il va vous construire des maisons. Donc il faut regarder aussi le parcours des prétendants. Moi j'ai été directeur général des douanes pendant 7 ans. Pendant 7 ans. De 2001 à 2008. Avec la moitié du pays. Du territoire douanier, nous avons pratiquement doublé les recettes. Et ça, c'est des statistiques, ce n'est pas les plus importants. Parce qu'à partir de ces réformes, on a les résultats qu'on a aujourd'hui. S'ils n'avaient pas laissé de côté certaines réformes, ils auraient fait davantage. J'ai été ministre de la fonction publique. Je me posais la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait. Je vais encore vous le dire. L'enseignement supérieur, je vais vous le dire. Habitat et logement social, je vais vous le dire. Donc, il faut non seulement écouter ce que les gens disent, si c'est réaliste, parce que si je vais dans le Guémont, que je vous dis, bon, vous aurez 200 milliards. Mais normalement, vous devez me demander où est-ce que je vais prendre les 200 milliards. Vous vérifiez si c'est réaliste ce que j'ai dit ou réalisable. Si c'est réalisable, vous vérifiez si je suis capable de mettre ça en œuvre parce que j'ai fait quelque chose qui ressemble. Mais si vous votez par rapport à l'ethnie, vous votez par rapport à la fortune, vous votez parce que vous aimez la démarche de la personne, ou son costume,
s'habille bien, vous aurez ces résultats. Parce que dites-moi, c'est quand même pas possible que Dieu se soit donné la peine de créer un pays comme la Côte d'Ivoire qui n'ait pas produit une seule personne pour un jour la transformer. C'est pas logique. Donc, si les Ivoiriens cherchent avec la bonne torche, ils vont trouver. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est moi. Mais j'ai dit, inscrivez-vous et faites inscrire vos parents sur la liste électorale. Écoutez les candidats. Et quand vous avez l'opportunité, posez-leur des questions. Mais vous fermez les yeux. Je suis là. J'ai entendu des jeunes disent, mais pour qui tu vas voter? Pour qui vont voter pour X? Je dis, pourquoi? Mais il me plaît. Il te plaît. Pourquoi il te plaît? En tout cas, moi, il me plaît. Après, c'est pas logique de se plaindre du résultat ou d'accuser la personne que vous avez choisie parce que c'est sentimental. Pour conclure, 2020, c'est notre dernière chance. Si on se trompe, qu'on nous vole encore notre victoire, nous avons une excuse, mais qu'on se trompe, et puis qu'on s'abstienne, c'est fini. C'est fini. Vous voyez en France, je viens de prendre un thé. Mais comme partout on est entre nous, je peux le dire, je ne vais pas créer d'incidents diplomatiques. Vous voyez tous les cafés là. Ils ont racheté tous les cafés. Les cafés bars, les bistrots là, ça leur appartient. Vous êtes ici, vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'ils font les Français? Les gens sont en train de tout racheter, mais les gens sont en Côte d'Ivoire. Ils fabriquent tout. Et ils ne sont pas contents de ça. Non seulement ils font nos ponts, nos routes, mais maintenant ils cherchent des terres pour faire l'agriculture. Moi j'ai un frère qui est notaire. Avant de venir ici, il m'a raconté, il a un ami qui est de ce pays-là qui cherche 85 000 hectares pour faire du manioc et du maïs. Il dit, mais il ne passera pas par moi. Il a dit, mais comme tu es député, peut-être tu peux trouver. J'ai dit, mais il ne va pas passer par moi. Il va venir prendre ça. Nous, on va faire quoi? Si même l'agriculture, c'est eux qui font, nous, on fait quoi? Ils nous vendent les téléphones, nous vendent les voitures, nous vendent les splits, nous vendent tout ce que nous, on refuse de fabriquer, et puis maintenant, ils vont nous faire à manger. Donc, si on se trompe, en 2020, si on fait de ces élections-là une affaire qui ressemble à celle africaine, qu'on dit, moi je suis PDC, même si le PDC présente un mouton là, je vote. Moi je suis RHDP unifié, c'est Calais. Moi je suis FPI, c'est lui ou rien. Honnêtement, c'est un suicide. Et il faut leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez faire de si différent pour que vous nous proposiez de revenir? Vous étiez trompés. Comment est-ce que vous allez combattre le cancer qui a un nom? La corruption. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Kagame qui le dit quand il vient en Côte d'Ivoire et récemment il dit, ah les gars, et si vous voulez faire quelque chose là, commencez par vous débarrasser de la
corruption, que nous on s'en est débarrassé. Si vous ne vous débarrassez pas de la corruption, c'est que vous êtes en train de plaisanter. Donc, la première question que moi je pose, comment vous allez vous en débarrasser? Parce que la corruption, souvent, ça n'équipe. Ça n'équipe. Je ne veux citer aucun parti, mais moi, je regarde, je dis comment ils font. Or, tant qu'on ne se débarrasse pas de ça, tous les projets s'accréditent. Et de toute façon, dans 10 ans, on ne peut plus payer crédit. On est devenu PPTE. On dit que Babo n'a rien fait. Je ne dis pas pourquoi il n'a rien fait. C'est pas que le pays, c'est pas seulement parce que le pays était 10 ans d'eux, il ne pouvait pas prendre crédit. Il devait payer crédit. Mais il ne pouvait pas en prendre. Ouattara, il a reconstitué le stock de la dette. On a 12 000 milliards. C'est ça qui est là. Bon. Je vais m'en tenir là parce que je vous ai dit au départ, je ne suis pas là pour parler des autres. Je n'en ai pas le temps. Je ne sais même pas pourquoi en Côte d'Ivoire on a le temps de parler des choses inutiles. On a tellement de ressources et on a tellement de choses à faire pour transformer ces choses. Vous savez, il y a 10 ans, le Japon, c'est la deuxième puissance économique du monde. Vous savez, non? Mais le Japon, c'est quoi le Japon? C'est à peu près la même superficie que la Côte d'Ivoire, 375 000 km². Mais 3/4 de montagne de cailloux. Tu ne peux pas faire 1 km de route sans percer une montagne. Tremblement de terre, c'est pour eux. Le mot tsunami, c'est un mot japonais, c'est pas un mot français. Ils sont nés dedans. Même face à une nature aussi hostile, ils étaient la deuxième puissance économique. Nous, quand on fait un pont, on applaudit. Le monde s'arrête. Eux, ils font pont là, sur la mer. Allez-y. À Osaka, vous allez voir le pont là, sur la mer. Quand on fait une autoroute, on crée une chanson. Et les autoroutes là, c'est 3 niveaux. Il y a des gens qui passent en bas, d'autres passent au milieu, d'autres passent en haut. Et ils apprennent ça à l'école. Nous, on s'en fout de l'école. On s'en fout. L'école est dans une telle situation où je suis allé à Boutro, je suis député de Boutro. Le professeur me dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand on passe le BPC, le bac, c'est nous-mêmes qui surveillons nos élèves. Et les élèves nous menacent, ils disent, on sait où vous habitez. Si vous ne laissez pas tricher. Mais si les gens pouvaient au moins nous permettre d'aller surveiller les épreuves à Diabo, 20 km, et les gens de Diabo venaient à Boutro, on pourrait faire quelque chose. Mais il faut investir massivement dans le corps. Je vous parle d'une affaire de 2 000 à 3 000 milliards chaque année. Il faut un établissement d'apprentissage professionnel par département. Il y en a 195. Ce n'est pas normal que quelqu'un fasse 20 ans d'études et il ne sait rien faire. Maçon, dans l'habillement, l'hôtellerie, dans les meubles, etc., etc. Il faut qu'à chaque département, il y ait une école où les jeunes apprennent un métier. Après, ceux qui peuvent aller jusqu'à la recherche, c'est pour ça qu'on dit enseignement supérieur à la recherche. Ceux qui peuvent devenir des savants, ceux qui vont fabriquer les moteurs les plus électroniques, eux, ils vont à l'université. Mais les autres ont un métier. Donc, avec la nouvelle Côte d'Ivoire, on ne dira pas lycée,
Lycée moderne, non. Tous les lycées sont modernes. Lycée de quelque chose. Lycée d'agriculture. Lycée pour coudre des habits. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Lycée pour fabriquer des fauteuils. Lycée pour... Enfin, lycée de quelque chose. L'enfant là, à partir de la 6e, il sait que dans ce lycée, on forme les gens pour faire ça. Aujourd'hui, l'élève a le bac. Vous lui demandez, tu vas faire quoi? Il dit, moi, il ne sait pas. Il dit, lui, il ne sait pas. Mais j'ai dit, réfléchis un peu. Il dit, non, je vais faire RH-Com. RH-Com. C'est quoi ça? Ressources humaines communication. Non, non, c'est l'abréviation ressources humaines communication. RH-Com. J'ai dit, mais pourquoi tu veux faire RH-Com? Tu as un grand frère, un ami, un petit homme qui a fait RH-Com, il travaille. Oui, mais monsieur, chacun a sa chance. Hein? Je dis, bon, bonne chance. Bon, voilà, c'est... En principe, ce genre de rencontre, c'est les rencontres d'échange. Bon. Mon but, c'est en partant ici, c'est d'avoir convaincu des gens. Un, pour demander aux Ivoiriens de se mobiliser pour s'inscrire sur la liste électorale. Deux, pour voter, mais pas voter un visage, pas voter un parti, mais voter un projet qui est cohérent, qui est crédible. Pas voter des promesses. Quand moi je parle de 3 000 milliards, je parle de 3 000 milliards qui se trouvent dans la poche des voleurs. Oui. C'est ça. J'en parle, vous voyez, si vous lisez les journaux, vous allez voir, le ministre du budget est parti ici, ils vont faire ceci, mais parce que je ne les lâche pas en Côte d'Ivoire. Je dis l'argent est ici. Je ne les lâche pas, ils sont obligés. Quand il est venu à l'Assemblée nationale, il dit on va faire la facture électronique. Ça va rapporter, oh, ma mémoire me fait défaut, je ne sais pas, 2 milliards ou... J'ai dit, attends, tu te moques de nous. Parce que ça, c'est le projet que j'aurais fait depuis si on m'avait donné ce job. Ça, avec la facture électronique, vous mettez fin à la fraude sur la TVA, c'est 800 milliards, selon vos propres études. Pourquoi tu me parles de ça? Je ne les lâche pas. Je ne les lâche pas. Parce qu'on a l'argent. Mais l'argent se trouve dans les banques ici. Ouais? Voilà. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez éventuellement poser des questions. Pour qu'après je sache s'il y a des gens qui ont compris et qui veulent faire la promotion de ce projet auprès de la diaspora. Un projet, on s'en fout de parti politique. Un projet. Merci.